Bien, bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. C'est la soirée de l'information avec au sommaire de l'actualité ce soir. Cette fin des exonérations sur les importations annoncées au Cameroun, peut-être une chance pour le riz camerounais. Nous parlons également ce soir de cette rencontre qui est prévue du 27 au 29 janvier sur la situation carcérale au Cameroun, avec cette sensibilisation qui est donc annoncée par une organisation non gouvernementale. La conduite automobile sera également au cœur de l'actualité ce soir, avec l'armée qui souhaiterait bien évidemment former les Camerounais à la conduite automobile. Une réflexion qui fait suite bien évidemment à une enquête menée et qui a permis de se rendre compte que beaucoup de conducteurs ne respectent pas le code de la route. Nous parlons ici du Burundi avec cette délégation des Nations Unies qui arrive ce jour, qui est arrivée donc ce jour du côté de Bujumbura pour essayer de désamorcer la crise qui secoue ce pays depuis que le président Pierre Nkurunziza a accepté un troisième mandat. Les États-Unis sont également au cœur de l'actualité avec Barack Obama qui entame sa dernière tournée, une tournée d'adieu qui sera bien évidemment ponctuée par cette visite du salon de l'automobile. Voilà donc pour les grandes articulations de cette soirée de l'information et bien évidemment nos expertes ce soir pour commenter et analyser cette information. Falando Tchounia, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas la grande forme? Si, ça va bien. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste et qu'à l'université Douala en ce moment, vous êtes en train de parfaire vos études pour ce qui est de la publicité et de l'événementiel et les choses se passent très bien. Très bien. Et la fin, c'est quand? En fin d'année. Fin d'année. Ouais. On va arroser, sabrer de champagne. Catherine Aimé-Mokuri, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Habitué à la revue de presse cybernétique sur Canal 2 Info et à la revue de presse sur Canal 2 International, ça va? Ça va très bien. Alors, madame, monsieur, voilà donc nos deux expertes pour cette soirée de l'information. On va commencer tout de suite avec cette décision prise par les autorités camerounaises pour essayer de donner une valeur à notre riz. Nous cultivons le riz au Cameroun. On a une autre rizière dans la plaine de Mbo, au niveau de Sanchou. On est également dans l'extrême nord et dans le Ndé. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette mesure prise par le gouvernement camerounais pourra permettre à ce que notre riz puisse se retrouver dans la marmite de la ménagère? Si le gouvernement décide de prendre des mesures pour que ce riz se retrouve dans la marmite de la ménagère, je pense que ces initiatives pourront aboutir. Mais maintenant, pourquoi attendre à partir de maintenant lorsqu'il y a une polémique sur l'augmentation ou pas du prix du sac de riz pour maintenant vouloir valoriser le riz camerounais lorsque on sait déjà qu'il y a une rizière au Cameroun et puis on pouvait non seulement permettre que ce riz soit commercialisé à moindre coût pour que tous les Camerounais en bénéficient, surtout à un moment où on décide de vouloir valoriser l'agriculture. Ça devait être une bonne initiative depuis, mais j'ai toujours comme l'impression qu'on attend toujours qu'il y ait des situations polémiques autour d'un sujet ou autour d'un objet pour essayer de prendre des réformes ou alors essayer de valoriser ce qu'on pouvait valoriser dès le départ. Et comme si c'était juste une situation d'urgence, le riz camerounais est un riz pompier qu'il fallait utiliser n'importe comment, mais pourtant depuis, on ne l'a pas exploité et on a permis que ce secteur-là n'évolue pas. Mais maintenant, si on décide de le faire maintenant commercialiser, j'espère qu'on prendra toutes les mesures qu'il faudra et que ce riz sera apporté le prix et que ça sera disponible en grande quantité pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et que pour que ce riz soit disponible en quantité, pardon, Catherine Aimé-Mokuri, il faudrait bien évidemment que les producteurs aient les moyens, que les producteurs aient l'accès à la terre, que les producteurs aient suffisamment d'engins
pour labourer les sols, pour que ça ne s'arrête pas seulement à une mesure? Eh bien, ils ont besoin de tout cela, nos producteurs, pour nous fournir bien évidemment ce riz-là. Et quand on parle de la fin de l'exonération sur les importations, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse des prix des riz étrangers et que voilà, cette hausse-là soit compensée par le prix fixe du riz camerounais et que beaucoup plus de Camerounais se tournent vers ce riz-là. Mais il y a déjà ce problème de consommation parce qu'on a l'habitude de ne pas consommer ce que nous-mêmes on produit. Donc, on peut également s'attendre à ce que les consommateurs camerounais continuent d'acheter le riz étranger. Donc moi je pense que ça devrait s'accompagner aussi d'une sensibilisation au niveau des consommateurs pour qu'ils apprennent à consommer local. Et à côté de cela, justement, comme vous l'avez dit, accompagner tous ces agriculteurs et tout cela qui font dans la riziculture pour qu'ils puissent développer ce secteur d'activité. Alors il faut également mettre un accent sur la qualité de la semence, Fallon, parce que le riz, c'est plusieurs qualités sur le marché, c'est plusieurs grammages. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un élément important de mettre un accent particulier sur la qualité de la semence? Si c'est un élément important, lorsqu'on veut consommer quelque chose, on a toujours besoin ou envie de consommer ce qui est bien. Il faudrait que ce riz soit de bonne qualité, il faudrait qu'on ait des variétés de riz sur le marché. Maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait une communication autour de ce riz-là. Parce que quand Mademoiselle Moukeri vient de le souligner tout à l'heure, elle a dit qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à consommer ce qui est camerounais. Mais bon nombre de Camerounais ne consomment pas les produits camerounais parce que d'abord, premièrement, ils ne sont même pas au courant que ça existe. C'est à peine en novembre dernier que j'ai découvert qu'il y avait un café camerounais qui était le café moulu et qui portait la marque du Cameroun. Jusqu'à présent, je ne savais pas. C'est avec beaucoup de joie que quand j'arrive sur le marché, je découvre des produits, ce sont des amis qui me le font découvrir. Mais maintenant, parce que ces entreprises-là qui fabriquent camerounais ne communiquent pas assez autour de leurs produits, ce qui fait que les Camerounais ignorent que ces produits existent et ils n'en consomment pas. Déjà, s'il faudrait que les Camerounais consomment le riz camerounais, il faudrait qu'il y ait une bonne communication autour de ce riz-là. Et qu'on nous donne du riz de bonne qualité, qui soit capable de vaincre la concurrence sur le marché, parce qu'on est quand même sur un marché concurrentiel. Et quelqu'un, quand il a son argent, il voudrait consommer quelque chose de bien. Donc, on a besoin de variété de riz, de qualité de riz, et puis il faudrait une communication autour de ça. Alors, Catherine Moukeri, tout à l'heure, nous parlons de ce riz que l'on dit être un riz très prisé, qui est le riz camerounais, qui est produit quand même en quantité, mais vendu dans des circuits informels, et pourtant ce riz quantifié pourrait satisfaire le marché camerounais. Effectivement, comme vient de le dire Mademoiselle Fallon, il faudrait bien qu'il y ait une communication autour de ce commerce du riz camerounais. C'est très bien dit parce que on ne peut pas acheter quelque chose quand on n'est pas au courant de son existence. Et vous parlez de secteur, il faut bien que on puisse ouvrir les portes justement aux commerçants à certaines grandes surfaces parce que je pense que c'est aussi un problème quand vous parlez de certains secteurs dans lesquels ce riz est vendu. Il y a certains magasins qui certainement n'ont pas ce riz de marque camerounaise. Donc il faudrait qu'on ouvre les marchés aux vendeurs de riz camerounais. Et surtout ce riz pluvial qui est celui-là que le Cameroun voudrait donc expérimenter. Mais si on se réfère aux statistiques rendues publiques, bien évidemment, à cet effet, un peu plus de 800 000 tonnes de riz sont importées au Cameroun pour un besoin de consommation nationale de 300 000 tonnes et une production locale de 100 000 tonnes, ce qui est quand même assez important, soit un excédent de 600 000 tonnes réexportées en contrebande par petites vagues vers le Nigeria et la République centrafricaine et l'Est. Donc, c'est-à-dire que nous produisons quand même une importante quantité de riz, mais ce riz, malheureusement, ne se trouve pas sur notre marché à cause de l'invasion des produits venus donc d'ailleurs. Un riz qui est l'aliment que l'on consomme au moins 2 fois par semaine, Fallon 3 fois. Plus de 3 fois même par semaine. Et en plus que les étudiants consomment assez de riz, parce que le riz est l'aliment qu'on cuisine le plus facilement, qui cuit assez rapidement, et bon nombre d'étudiants camerounais consomment assez de riz. Donc ça, c'est assez important. Et les bassins de production au Cameroun ont le riz de Ndop, le riz de Tonga, de Yagua et le riz de la plaine de Mbo, avec la Soderive qui était société et qui est morte de sa propre mort à cause bien évidemment
la négligence des Camerounais. Il faudrait également que les Camerounais soient patriotes, parce que pour produits camerounais et consommer camerounais, il faut quand même une fibre patriotique, Catherine Moukouré. Bien évidemment, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on sensibilise les consommateurs camerounais, qu'on nous apprenne à consommer ce qui vient de chez nous. Moi, je pense que, comme l'a dit Mademoiselle Fallon tout à l'heure, il y a une certaine fierté à avoir un produit, à consommer un produit qui vient de chez nous. Sauf que cette fierté-là n'est pas pour tout le monde. Moi, je connais des gens qui vont dans des magasins et qui voient ce qui est fait localement et qui préfèrent consommer ce qui est fait ailleurs en se disant que c'est un produit camerounais, c'est pas un bon produit, vu qu'on a déjà cette image qui est collée à tout ce qui est produit chez nous, qui est forcément faux, qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc moi, j'insiste sur la sensibilisation parce que je me dis quand même qu'une fois arrivé sur le marché, avec cette variété de produits au niveau du riz qui est proposé, certaines personnes devraient privilégier l'achat du riz camerounais. En France, si on prend l'exemple de la France, ce sont des choses qui sont faites avec des produits. Les produits français sont mis en avant. Si vous regardez la télévision française, à chaque fois qu'on vous parle de lait, on vous met en avant nos régions du talent pour parler de ces produits-là qui sont made in France. Et on insiste sur le fait que si on ne consomme pas ce qui est fait dans notre pays, ceux qui fabriquent cela se retrouvent au chômage. Ils n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, il faudrait qu'on pense un peu à cela, qu'on aide ceux qui nous produisent du riz au pays à développer leur activité en achetant ce qui est fait chez nous. Merci pour cette première contribution. C'est sans du premier sujet développé dans le cadre de cette soirée de l'information sur Canal de Info, votre chaîne internationale d'information continue. Je voudrais tout de suite avec vous, votre permission, aborder cette deuxième information qui consiste bien évidemment la conduite automobile au Cameroun avec l'armée qui pourrait venir au secours des automobilistes pour davantage les former. Semble-t-il que les conducteurs que nous rencontrons au quotidien ne maîtrisent pas le code de la route, sont mal formés d'ailleurs, et ce qui justifie les nombreux accidents de la circulation qui sont observés, tout comme les nombreuses violations du code de la route. Alors, Fallon Tounia, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette initiative-là, les automobilistes pourraient se mettre au pas militaire? Je pense effectivement qu'avec cette initiative, les automobilistes pourront se mettre au pas militaire. On a vu dans certains pays où il y avait des écoles militaires où les parents qui souhaitaient redresser leurs enfants les envoyaient dans des écoles militaires pour qu'ils soient droits et pour qu'ils suivent une discipline qui respecte les normes. Et aujourd'hui, si on constate que nos automobilistes brûlent les feux, ne respectent pas le code de la route, c'est peut-être pas parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement ou une mauvaise formation, mais peut-être parce qu'ils ont un comportement qui, à chaque fois, depuis l'enfance, qui leur permet de ne pas être des personnes assez droites ou des personnes droites ou des personnes civilisées. Je pense maintenant qu'avec l'action de l'armée dans le domaine de la conduite, on va d'abord former des citoyens comme si c'était une conduite militaire. On va les apprendre à être des citoyens droits, à être des personnes civilisées. Et en plus, maintenant, les enseigner la conduite, ce qui permettrait que lorsqu'ils conduisent, qu'ils puissent respecter le code de la route. Parce que non seulement au-delà même du code de la route qu'ils ne respectent pas, il y a aussi ce problème de comportement que tu vois les automobilistes insulter les gens à tort et à travers, ne pas donner la priorité aux piétons qui veulent traverser. Par moment, j'ai même eu des bicyclistes qui ont failli me taper la tête parce que je me suis retrouvée sur un passage pour piétons. Je voulais traverser, c'est de mon droit, et lui, il me rentre carrément dessus et en passant, il me tape la tête. Donc, moi, je pense qu'avec une formation militaire à l'appui, que les militaires prennent ce domaine-là, on va d'abord leur redresser à être des personnes assez civilisées et maintenant, ils pourront bien faire leur travail. Alors, Catherine Mokouré, l'armée voudrait quand même que nos automobilistes soient droits dans leurs bottes en tant qu'automobilistes, en tant que chauffeurs de camions, en tant que transporteurs interurbains. Eh bien, je veux d'abord commencer par dire que les exemples que Mademoiselle Fallon a pris tout à l'heure on en rit, mais on ne devrait pas en rire parce que sur la route, de milliers de personnes meurent au quotidien. Et je pense que l'initiative, justement, lors de ce Conseil national de la route qui a été présidé par le Premier ministre, c'était vraiment de redresser ce cadre-là parce qu'on a vu avec les récents événements l'accident qu'il y a eu dernièrement sur la route qui a fait
près de 21 morts, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement du coup de hasard, comme on le dit très souvent, la route tue. Non, il y a aussi les automobilistes qui sont à prendre en considération dans cela, parce que on se rend compte, il y a eu beaucoup de polémiques justement en raison des permis de conduire qui sont octroyés au Cameroun. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auto-écoles qui donnaient de faux permis de conduire sans que des gens n'aient forcément passé le test écrit ou même passé le test conduit. Donc, moi, je me dis que c'est une très bonne initiative de joindre à cela l'armée quand on connaît la rigueur de la Grande Muette. Ils peuvent bien conduire cela et apprendre aux automobilistes à être plus responsables sur la route, plus respectueux pour que des cas comme celui qui est décrié tout à l'heure n'arrivent plus. Alors surtout que ça va également permettre à ce qu'on détecte ces personnes qui n'ont pas parfois de carte nationale d'identité, qui sont des no-names que l'on retrouve au volant de certains cars de transport, voire même de certains engins lourds. Alors tout cela pourra permettre à ce que le secteur soit bien assaini, Fallon. Ça pourra permettre que le secteur soit bien assaini. Ça pourra également ne rien permettre, parce que notre armée n'est pas aussi une armée blanchie comme si elle ne posait que des actes positifs. On reconnaît que dans l'armée, il y a des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. Maintenant, si on a en face ce genre de personnes qui gèrent ce genre de dossier, on aura les mêmes problèmes parce que ça n'avancera pas. Il faudrait qu'on ait des personnes de bonne moralité qui comprendront qu'ils sont au service de la nation et non au service de leur propre poche et qui feront bien leur travail. À ce moment-là, ils pourront revenir sur le problème de carte nationale d'identité, déceler les personnes qui ne respectent pas les normes, des personnes peut-être même qui n'ont pas la nationalité camerounaise et qui ont même des cartes d'identité camerounaises, on ne sait pas comment. Mais si on a des personnes de bonne moralité en face de nous, ils feront bien leur travail. Mais si c'est le genre d'armée, entre guillemets, que d'autres personnes connaissent, je doute fort que ce soit quelque chose de bien. Voilà, nous avons tiré déjà un coup de chapeau pour l'armée qui pourrait prendre donc cette initiative pour essayer de mettre donc les usagers au pas pour ce qui est de la formation à la bonne conduite et ça sera pour ce qui est également du respect du code de la route et surtout du respect de l'éthique et de la déontologie, pourquoi pas du respect d'un code de conduite qui permettrait que l'on ait des citoyens bien formés et avec des têtes bien faites. Alors nous allons poursuivre cette soirée de l'information avec cette autre actualité qui va permettre également que nos détenus dans nos prisons puissent être également sensibilisés, ou alors que la sensibilisation soit générale sur la situation carcérale au Cameroun. Alors, Aimé Catherine Moukouri, des ONG d'obédience catholique qui voudraient quand même organiser une campagne ou une rencontre de sensibilisation. Est-ce que ça va suffire à permettre à ce que nos prisons ne soient pas surpeuplées et que le droit soit respecté? Eh bien, ça ne va pas suffire, mais il faut quand même un départ. Et je pense que c'est un bon départ déjà qui a été pris par ces ONG, la COECAM, en partenariat avec l'Union européenne qui se joint justement à cela pour dénoncer l'état critique de l'hiver carcéral camerounais. Parce qu'on parle de la surpopulation dans nos prisons, on parle de la mauvaise gestion de nos prisons. Et j'ai entendu dire par le directeur de ce projet-là, justement, que sur 1000 détenus au Cameroun, dans des prisons, il y a 700 qui n'ont pas encore eu droit à un procès. Alors on les appelle prisonniers, ils sont emprisonnés. Pourquoi? On se demande, étant donné qu'ils n'ont pas été jugés, et que leur faute n'a pas encore été prouvée. Donc, c'est un peu cela qu'ils veulent mettre en lumière. Ça va pas suffire, mais essayer de sensibiliser, on ne sensibilise jamais assez. Je pense que ne serait-ce que les populations sur la vision, mais aussi le système camerounais et les pouvoirs publics qui pourraient
sincèrement apporter de l'aide à l'univers carcéral, le développer et en tirer même quelque chose. Parce qu'on parle d'hommes qui sont enfermés, ils pourraient travailler, aider au développement de leur pays, comme ça se fait dans certains pays, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Les prisonniers travaillent à l'intérieur des prisons, ils fabriquent des objets d'art qui sont après revendus et c'est bien organisé, mais c'est parce que aussi l'univers carcéral est assez bien contrôlé dans ces pays-là. Ce n'est pas en désordre comme chez nous, parce que l'état des prisons, je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre dans une prison. J'ai pas encore eu ce courage parce que de nombreux témoignages me sont parvenus et la situation des prisonniers est vraiment déplorable. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas où dormir, c'est la jungle carrément. On a beau dire que ce sont des prisonniers, certaines personnes vous diront qu'ils ont tout fait pour se retrouver là, mais n'empêche, ils ont un certain droit qui devrait être respecté par l'État camerounais. Alors Fallon, il y a également ce rapport qui nous fait dire que les respects de procédures, que l'on ne respecte pas les procédures au Cameroun, surtout pour ce qui est, n'est-ce pas, de ce code de procédure pénale, qui suffit seulement que quelqu'un ait un peu de moyens que vous et appelle un policier aussitôt, on vous jette en cellule et après la suite, c'est la prison sans autre forme de procès. Justement, il y a ces procédures qui ne sont pas respectées. Il y a des gens qui quittent directement de la cellule sans toutefois passer par un tribunal et se retrouvent en prison. Il y a des personnes qui sont en prison pour détention provisoire. Une détention provisoire qui va te mettre pratiquement 10 ans ou 15 ans, lorsque même quand on va te juger, ta peine ne sera que de 2 ans. Donc, au-dessus de 15 ans, tu auras encore 2 ans de plus qui te feront 17 années que tu as passé en prison sans même parfois être coupable. Mais ça, ça montre à quel point le système judiciaire au Cameroun est très fragile. Parce que je doute même fort qu'il y ait des détenus qui ont droit à un avocat en temps normal. Quand tu n'as pas des moyens de trouver un avocat, l'État devrait pourvoir pour toi un avocat. Il y en a qui n'en ont pas et ils se retrouvent là-bas sans même avoir rien fait. Personne pour le défendre. On a comme l'impression que si on t'a déjà mis dans une cellule, tu n'es plus bon à quelque chose. Il suffit que la personne qui t'a porté plainte ait assez de moyens, tu te retrouves en prison. Non seulement il n'y a pas de preuves qui montrent que tu es coupable, mais on te garde quand même. Et ça, on se demande bien dans quel type de pays on se trouve, étant donné que on a des personnes qui sont là, on a des juges, on a des magistrats, on a des avocats, et il faudrait suivre une procédure pour se retrouver en prison. Si maintenant même ta détention provisoire peut mettre 20 ans, alors que si on te juge et que tu es coupable, ta peine ne sera que d'1 an. On voit qu'on a pris à 1 an presque toute sa vie. Et en plus, le problème, c'est quoi? Dans ces prisons-là, le système, comme le disait Catherine tout à l'heure, le système n'est pas assez emménagé pour que des personnes se retrouvent et qu'en ressortant de là, ils soient de bonnes personnes. Normalement, le but d'une prison, c'est que lorsque tu aies purgé ta peine, on voudrait que tu ressors étant un bon citoyen. Un accompagnement psychologique. Non seulement tu dois avoir à t'apporter des psychologues, tu dois en prison être capable de te former, mais non, on a des personnes qui entrent en prison étant des personnes innocentes et qui en ressortent étant des criminels plutôt. Et il y en a même qui finissent par mourir là-bas. Ils n'ont pas de soins médicaux. Pourtant, si on les avait jugés, si on avait suivi les procédures qu'il fallait, on devrait libérer la prison d'un certain type de personnes qui ne méritent pas être là parce qu'ils auront été acquittés. On doit libérer la prison parce que si on a suivi le processus de détention provisoire qui ne devrait être que de quelques semaines avant qu'on te juge, il pourra purger sa peine et sortir assez vite. Ce qui fait qu'on aura plus d'espace en prison pour pouvoir garder des gens qui méritent être là. Et en plus, il faudrait penser à les former parce qu'on va les réinsérer dans la société. C'est pas comme si on les gardait en prison pour qu'ils meurent. On les garde en prison pour qu'ils prennent conscience de l'acte qu'ils ont posé et qu'ils comprennent qu'ils doivent être utiles à la société. Maintenant, si on prend en considération qu'il doit sortir et retravailler pour la société, il faudrait qu'on mette sur place tout le processus qu'il faut pour qu'il soit une personne reformée, recivilisée et qu'il puisse être demain à la sortie de cette prison utile pour le gouvernement camerounais. Et je voudrais également que l'on relève ensemble que les conditions de vie ne sont pas humaines et bien évidemment ces détenus ne mangent pas à leur faim. Et lorsqu'il faut bien évidemment manger à sa faim, il faut voir la qualité de l'aliment qui est servi. Il faudrait également que tout cela soit également pris en compte pour que le détenu ne soit pas considéré comme une bête de somme, comme quelqu'un qui ne fait plus partie de la société, mais que l'on comprenne
qu'une fois sorti de la prison, il pourrait servir à quelque chose. Mais surtout, je voudrais que, Catherine Boukouré, que nous mettions un accent sur l'alimentation même de ces détenus. Est-ce que vous pensez que ces détenus mangent bien? Ces détenus ne mangent pas bien. Quand on prend en compte ce que relèvent ces ONG, puisque c'est des fois de la nourriture qui vient de l'extérieur, qui doit leur être apportée. Il y a ces combats, il y a des clans. Vous savez comment ça se passe dans les prisons, même à la télé. Pas besoin d'y être pour savoir comment ça se passe. Il y a des clans, il y a des gangs à l'intérieur. Il faut donner aux grands frères, il faut donner à la personne qui protège. Et avant même de parler de nourriture, ils n'ont pas où dormir. Il y a des prisonniers qui dorment à même le sol dans la grande cour de la prison. À la Belle Étoile, les plus chanceux sont logés et après un sommeil aussi mal préparé, aussi mal fait, il y a ce problème d'alimentation qu'il n'y a pas dans les prisons. Et Fallon le soulignait tout à l'heure, avant même d'arriver à la prison, la procédure pour avoir un avocat, quand on est inquiété lors d'une affaire est absolument étouffante, qui permet à des gens d'un certain niveau, les gens d'un certain niveau ne peuvent pas y accéder malheureusement. Et moi j'ai entendu plusieurs fois dans des commissariats le vendredi, tous ceux qui sont en cellule, on commence à leur dire, comme vous êtes encore là ce vendredi, sachez que lundi vous êtes déférés, sans qu'on ne sache s'ils sont coupables ou pas, sans qu'il y ait vraiment, que ce soit vraiment passé au tribunal, au point où n'importe qui en un claquement de doigts change le cours de votre vie en portant plainte contre vous et que le commissaire ou bien le policier en charge de l'enquête estime que vous êtes coupable, vous vous retrouvez enfermé pendant 3 jours en cellule et après c'est directement la prison et cette prison-là qui est peinte comme un enfer par ces ONG. On espère que ces rencontres de sensibilisation vont vraiment aider à ce que les pouvoirs publics prennent conscience que l'état de notre univers carcéral doit être amélioré. Et amélioré aussi pour ce qui est même de la tenue de ces détenus sur le plan moral. Là-bas, il y a la promotion de l'homosexualité, la prostitution même est une pratique courante. Il y a également ces aspects qu'il faudrait voir pour que nos détenus sortent quand même étant des citoyens encore serviables pour la nation. Bien évidemment, lui, Roger, je suis allé à la prison de New Bell, je suis également allé à la prison de Kondengi à Yaoundé. Pour avoir été là-bas, je peux vous dire que ces personnes vivent dans de très mauvaises situations. Il suffit seulement qu'on t'ouvre la porte pour que tu sois tout simplement, que tu aies une chair de poule. Même pas parce qu'il y a tellement de prisonniers, mais seulement l'environnement. Les toilettes laissent à désirer. La cantine également laisse à désirer. Et la bouffe qu'on leur fait, c'est du n'importe quoi. Un être humain, même un chien, ne peut pas manger ça. Moi, j'ai un chien. Quand tu lui donnes à manger que ce n'est pas de bonne qualité, il ne prend pas. À plus forte raison, un être humain. Ça laisse à désirer. Et en plus, on a des hommes partout. On ne canalise pas les individus. Tout le monde est d'ailleurs, il n'y a pas de personnes pour les surveiller. Non seulement ils n'ont pas de tenue. Ça veut dire que s'ils réussissent à s'évader, normalement on devrait reconnaître à l'extérieur un prisonnier par la tenue qu'il porte. Maintenant, il y en a qui s'évadent et puis il est habillé comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi d'ailleurs, je ne saurais pas que c'est un prisonnier, on n'a rien écrit sur lui. Pourtant, s'il y avait des vêtements qu'il porte et que ces vêtements, on les a mis au vu de tout le monde, on saura que non, là c'est un prisonnier. Et quand il s'est évadé, tu peux aussitôt appeler pour qu'on le ramène en prison. Et en plus de ça, on a des hommes qui sont là, il n'y a pas de sécurité, il y a des autres qui se font violer, il y en a qui se font sodomiser, pas parce qu'ils sont homosexuels, mais par contre, c'est même un viol. Mais jusque-là, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. On a comme l'impression en prison, au Cameroun, que lorsqu'on est prisonnier, on n'est pas un homme. Tous les hommes ont des droits, qu'ils soient prisonniers, qu'ils soient meurtriers ou pas. Il a des droits et ces droits, on devrait les respecter. Voilà. Merci, mesdames. Nous allons poursuivre avec cette soirée de l'information sur Canal 2 Info, sur Presse mon antenne, avec cette situation de crise qui prévaut depuis pratiquement le mois de mai au Burundi et qui a pris de l'ampleur lorsque Pierre Nkurunziza a brégué un autre mandat présidentiel. Et aujourd'hui, c'est une délégation des Nations Unies qui est arrivée à Bujumbura pour essayer de désarmoncer cette crise qui prévaut. Alors, Catherine Boukouré, est-ce que vous avez le sentiment que cette descente de cette mission onusienne pourra permettre à ce que l'on évite encore ces morts enserrés, enregistrés il y a quelques semaines du côté de Bujumbura? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir quant à ce que cette délégation onusienne peut apporter au Burundi aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu tard parce que
On a eu des semaines au Burundi où on a dénombré des morts en série dans beaucoup de quartiers de la ville où il y avait l'opposition qui affrontait, qui continuait à contester contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et effectivement, cette opposition-là se affrontait les forces de l'ordre qui ne leur faisaient pas de cadeaux. Donc je pense que cette descente ne va pas arranger grand-chose parce que je vois mal le gouvernement burundais redescendre de son piédestal parce que avec tout ce qui s'est passé, avec les morts qu'il y a eu, le sang qui coulait dans la ville de Bujumbura, rien n'est arrivé. Ils n'ont été sensibilisés par rien. Donc je ne pense pas que les 23 personnes de l'ONU qui viendront apporter un message de paix vont changer quelque chose, à moins de vraiment mettre le doigt sur Pierre Nkurunziza, le sensibiliser lui pour qu'il laisse au moins son peuple s'exprimer, parce que là c'est juste une guerre d'expression, un peuple qui dit non et qui est frappé par le gouvernement en place. Voilà. Alors Fallon Tchounia, c'est une actualité que vous maîtrisez déjà pour avoir à plusieurs reprises échangé là-dessus, mais on sait qu'avant que cette délégation n'arrive à Bujumbura, le pouvoir en place avait déjà organisé ce qu'il appelait pour parler inter-burundais pour essayer de voir à peu près trouver des issues de sortie de crise. Alors cette mission qui arrive et qui trouve là cette commission déjà mise sur pied, certainement n'aura rien à se mettre sous la dent. Justement, si les pourparlers internes ont été organisés au Burundi, c'est parce que jusqu'à présent, Pierre Nkurunziza a toujours montré sa position. Il a toujours été réfractaire à une commission onusienne comme une commission africaine. Il a toujours été négatif et il a toujours refusé même qu'on envoie une force d'armée africaine au Burundi. Et je pense que si ces pourparlers ont été organisés, c'était comme une manière de caler ou de barrer la voie à cette commission onusienne ou alors même à la commission africaine. Et c'est pas seulement pour résoudre le problème burundais, c'est juste une façade pour empêcher une tierce personne de s'ingérer. Mais maintenant, si cette délégation est allée sur place, je ne pense pas que cette mission leur sera favorable parce que Pierre Nkurunziza et son armée ne va pas leur permettre de faire leur travail comme ils veulent, puisqu'il a déjà dit qu'il ne veut pas de ça. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il va mettre tous les moyens en marche pour faciliter le travail de cette commission onusienne-là. Je ne pense pas. Mais tout porte à croire que Pierre Nkurunziza pourra véritablement mettre les petits plats dans l'écran pour permettre à ce que tout se passe très bien et l'on ne vive plus ces exactions et surtout ces décès en série enregistrés du côté de Bujumbura. Dans quelques instants, nous allons recevoir sur ce plateau Junior Ossin pour la revue de presse cybernétique. Mais avant, Catherine Aimé Moukouri, Pierre Nkurunziza est quand même un homme d'église et il a refusé toutes les médiations possibles. On a vu Yoweri Museveni qui a dû abandonner la médiation parce qu'il est également en campagne présidentielle dans son pays. On a vu Yahi Boni qui est arrivé, qui n'a pas été accueilli. Son déplacement même a été annulé parce qu'on ne souhaiterait pas que ces négociations puissent apporter des fruits de la part d'un autre chef d'État africain et homme d'église comme lui. Est-ce que aujourd'hui la situation telle que je l'ai racontée tout à l'heure vous permet quand même d'avoir un petit espoir pour revenir sur la même question que vous avez posée tout à l'heure? C'est un homme d'église, mais qui apparemment est très insensible à la situation de sa population, vu que à l'annonce même de son troisième mandat, lorsqu'il a été investi, lui et son gouvernement, 3 jours après les manifestations, il a ordonné aux populations d'arrêter d'aller dans les rues. Il les a sommés d'arrêter d'aller dans les rues et les a menacés d'être frappés par le pouvoir en place, par les forces de l'ordre. C'est le message qu'ils ont reçu. Et c'est justement parce qu'ils ont voulu se rebeller, continuer à dire non, qu'il y a eu autant de morts. Et à côté de cela, il y a eu de nombreuses arrestations arbitraires. Je pense que sur Canal 2 Info, on a eu à montrer aux téléspectateurs plusieurs fois des vidéos d'arrestations arbitraires où
des jeunes de pas plus de 15 ans étaient arrêtés brutalement et sauvagement, sans raison par la police burundaise, amenés dans les lieux qu'on ne connaît pas, sans donner de justificatif à leur famille. C'était des jeunes qui disparaissaient, des membres de l'opposition qui disparaissaient, des membres de l'opposition qui mouraient au jour le jour, et des attaques par balles des porte-paroles des partis de l'opposition. Donc, moi, personnellement, je pense que Pierre Nkurunziza est assez insensible à la situation. Il n'hésite pas à faire couler le sang de ses compatriotes pour se maintenir au pouvoir, parce que le seul problème qui l'oppose actuellement à sa population, c'est qu'on ne veut plus le voir au pouvoir. Sauf qu'à un moment donné, il faut que nos leaders africains apprennent à partir de leur trône, puisque ces trônes, comme ils les conçoivent, ne sont pas faits pour eux. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à gérer le pays, et je ne comprends pas comment, si l'opposition, si le peuple en grande masse vous fait savoir qu'il est temps pour vous de partir, qu'on ne veut plus vous voir diriger le pays, comment vous pouvez vous retrouver être à l'aise pendant que des personnes tombaient dans des quartiers Sibitoke et autres. Lui, il organisait avec son parti une grande fête pour célébrer son investiture, la sienne et celle de son gouvernement, tranquillement. Donc pour moi, c'est un homme de Dieu, mais qui est un homme d'église, mais qui est carrément insensible à la situation. Et je ne pense pas que ce sera la voix de l'ONU, parce que il faut bien qu'on se le dise, nos leaders n'ont pas et n'attendent pas de recevoir des grandes leçons des organisations non gouvernementales. Ce qui les intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir au prix de la vie de tous leurs concitoyens. Donc je pense que s'il a d'abord, par le passé, il y a quelques mois, refusé l'intervention des armées, il va continuer dans cette lancée. Et sauf miracle, je ne sais pas vraiment ce que cette délégation va apporter, mais je souhaite de tout cœur que la situation soit rétablie au Burundi, parce que autant de morts, c'en était trop, et il faut que cela cesse. Merci Catherine Aimé Moukouri. Tout de suite, c'est la revue de presse cybernétique avec Junior Ossin. Junior, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, tout de suite, hein, on va aller avec cette revue de presse cybernétique. Alors, on commence par quoi, Junior? On commence, bonjour à vous, bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Canal Info. Commençons cette revue cybernétique avec jeuneafrique.com qui inscrit sur son mur Ebola, l'OMS confirme un deuxième cas en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé donc ce jeudi un nouveau cas d'Ebola dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le site nous apprend qu'il s'agit de la tante de l'étudiant de 22 ans qui avait succombé à Ebola le 12 janvier dernier, au lendemain de l'annonce de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, annoncée par l'OMS, bien évidemment. Et le site nous informe que techniquement, la Sierra Leone est sortie de l'épidémie le 7 novembre dernier, avant d'y replonger le lendemain. Voilà, alors on va poursuivre justement cette revue cybernétique avec Afrique.com qui parle de la Libye. L'État islamique attaque de nouveau un site pétrolier de Ras Lanouf et nous informe le site ce soir. Donc dans le site, on apprend que cette attaque est l'œuvre des membres présumés du groupe armé qui contrôle des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak. Selon Afrique.com, au moins 2 réservoirs de pétrole appartenant à la compagnie pétrolière Arouch sont en flammes près de Arras à Lenoum. Et on peut lire dans le site que l'attaque a eu lieu quelques heures après celle ayant tué plus de 50 personnes dans un centre de la police à Zilten. On va poursuivre, n'est-ce pas, cette revue cybernétique avec le site lemonde.fr de ce jeudi qui inscrit sur son mur en Allemagne un guide destiné aux migrants vire à la caricature. Le site nous informe que l'intégration de plus de 2 millions de demandeurs d'asile arrivés en Allemagne en 2015 est un défi géant que la société et les institutions tentent de relever par divers moyens. Pour ce faire, plusieurs guides sous forme de livres pour migrants sont disponibles, peuvent même être téléchargés, précise lemonde.fr. Le site Internet cite par exemple l'Allemagne et ses habitants,
qui est un ensemble de 14 dessins légendés en arabe, en français ou en anglais. Ce guide met en scène des moments de la vie courante, mais aussi des comportements violents, barrés d'une croix rouge. Voilà, barrés d'une croix rouge, exactement. Le site nous apprend que ces images sont en ligne, sans doute à cause des centaines d'agressions sexuelles subies par des femmes de colonne le soir de la Saint-Sylvestre. Alors, pour terminer cette revue de presse cybernétique, on va parler cette fois-ci de l'Europe1.fr qui, ce jeudi, nous parle des 5 vertus insoupçonnées des câlins et nous apprend que ce jeudi 21 janvier est la journée internationale des câlins. Voilà pourquoi il faut jouer le jeu. Cette journée a été initiée par Kevin Zabounet, un révérend de Michigan aux États-Unis il y a 30 ans, et on peut lire sur le mur de Europe1.fr que le câlin est un antidépresseur, un antidouleur, un antivirus, un moyen d'être plus studieux et enfin un moyen de vivre plus longtemps. Et le site nous apprend que nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre, de 8 câlins pour fonctionner et de 12 câlins pour croître. C'est à retrouver dans le site. Lui, Roger, je crois que c'est terminé pour la revue. Merci Junior Ossin pour cette revue de presse cybernétique. Alors, fallant quelque chose à faire sourire lorsqu'on parlait du câlin, certainement. Ah, bien sûr. J'avais oublié que c'était la journée du câlin aujourd'hui. Ah oui. Alors, le câlin pour vous, la femme, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on fait un câlin? Un câlin, pour moi, en tant qu'une femme, c'est un moment d'affection, c'est un moment de passion, c'est un moment de partage avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Chaque câlin, en fonction de la personne, a une signification et c'est différent. Alors, Catherine Moukouri, vous aimez bien quand vous câline? D'abord, c'était vraiment le point marquant de cette revue de la presse cybernétique par Junior Ossin. Il faut souligner qu'il nous a donné même le nombre de câlins par jour pour se sentir bien. Pour moi, c'est vraiment une analyse il nous a parlé d'une analyse d'un chercheur américain du Michigan qui nous renseigne sur les câlins. Pour moi, la culture du câlin n'est pas encore vraiment implantée en Afrique parce que pour le moment, quand on parle de câlin, c'est juste entre un homme et sa femme. Mais dans la famille, même dans certaines familles, nos familles traditionnelles, le câlin n'a pas encore vraiment sa place entre un parent et son enfant. On est encore dans une relation assez stricte qui ne veut pas qu'on se laisse aller à ce genre d'étreinte, mais tout le monde aime les câlins et voilà, comme nous a appris Junior Ossin, ça peut aider. Alors, une autre actualité également sur laquelle je voudrais que l'on s'apesantisse un tout petit peu, c'est également ces situations des migrants en Allemagne avec ces brochures qui ne semblent pas apporter de l'espoir à ces personnes déjà désespérées. Bien évidemment, qui ne semble pas apporter de l'espoir à ces personnes désespérées. Mais maintenant, on devrait comprendre que dans une atmosphère ou alors dans une période assez fragile, ces migrants ont commis des actes qu'il ne fallait pas. Et maintenant, en ce moment, même des personnes qui avaient de la peine pour eux, qui avaient de la sympathie pour eux, maintenant regardent ces migrants-là avec des points d'interrogation. Lorsque on a des témoignages qui disent que les personnes qui ont agressé ces femmes parlaient arabe, c'était des personnes, on a retrouvé des passeports syriens ou des téléphones, machin et trucs. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de personnes commencent à prendre cela par des lingettes, mais n'empêche également qu'il y a des migrants innocents qui ne demandent qu'à avoir un refuge, qui ne demandent qu'à être en paix en Allemagne, qui ne demandent qu'à fuir la guerre. Et il faudrait maintenant qu'on sache différencier la mauvaise graine de la bonne. Catherine Moukouri. C'est assez choquant quand moi je vois les images qui sont dans ce guide de bonne conduite. C'est assez choquant parce que c'est comme si on apprenait à certaines personnes à vivre. Et pourtant, ce sont des gens qui avaient une certaine vie dans leur pays d'origine. Parce qu'on voit des images, par exemple, avec la Croix-Rouge où on montre qu'il ne faut pas frapper un enfant, qu'il ne faut pas mettre la main sur la fesse d'une femme. Je me dis quand même que ce sont des gens qui avaient une certaine once de civilisation, même si ce n'est pas le même mode de vie qu'en Allemagne. Ils avaient aussi leur mode de fonctionnement et on ne va pas s'attarder sur les actes qui ont eu lieu lors de la Saint-Sylvestre pour traiter ces gens comme des animaux au point de leur donner un guide de fonctionnement, de mode de vie, comment manger, comment se tenir. Ils avaient quand même une vie. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes responsables, étaient des cadres d'entreprise. Je crois qu'on a eu beaucoup d'histoires de migrants qui ont été forcés de quitter leur pays à cause de la mauvaise situation de la guerre. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des animaux. Il y a beaucoup d'entre eux qui étaient des personnes respectables, qui avaient même déjà effectué de nombreux voyages en Europe et dans d'autres pays, mais
la situation de leur pays actuel les a poussés à se retrouver là. Donc maintenant, leur faire un guide de bon fonctionnement, de bonne manière, c'est un peu comme si on se disait que tous ces gens qui sortent de ces pays étaient des barbares, qui n'avaient aucune culture et aucune éducation. Merci, mesdames, d'être venues donc ce soir. Merci également pour toutes vos contributions, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés. C'est donc terminé pour cette soirée de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h15 pour la matinale de l'information.